Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, eurodéputé et vice-président du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Petite question là, Emmanuel Macron nous a dit en fin de semaine qu'il voulait que les Français travaillent plus et plus longtemps. Mais c'est comme Éric Zemmour aussi. Quelques convergences dans les programmes, non? Je ne suis pas sûr parce que Emmanuel Macron en réalité nous délivre un programme qui est en creux tout ce qu'il n'a pas fait, tout ce sur quoi il a échoué depuis 5 ans. C'est d'ailleurs assez étonnant. On a l'impression qu'il n'est pas sortant finalement et qu'il a un projet pour la France totalement déconnecté de ce qu'il a fait. Sur le travail, ce que défend Éric Zemmour, c'est avant tout que le travail soit enfin rémunérateur dans notre pays. On a 47% de notre PIB en prélèvement obligatoire, c'est-à-dire en clair, quand les Français travaillent toute une année, c'est à partir du mois de juin qu'ils commencent à travailler pour eux. Avant, ils versent de l'argent à l'État sous forme de cotisations sociales, de taxes, d'impôts, et souvent avec une qualité de service public de plus en plus faible et un État qui n'assume plus ses missions fondamentales, à commencer par ses missions régaliennes. Il ne protège plus les frontières, il n'assure plus la police, il n'assure plus la justice, donc le problème, il est là. Non, mais je pensais aux retraites, Nicolas Bay. Je pensais aux retraites, en fait, notamment sur le programme des retraites. Il y a comme des similitudes aussi là pour les baisses de fiscalité sur les droits de succession aussi. Il y a des... Oui, bien sûr. Il faut rendre leur argent à nos compatriotes. Aujourd'hui, les Français cotisent énormément, payent énormément d'impôts et avec, encore une fois, un État qui est tentaculaire, omnipotent, présent partout où il devrait être, mais absent dans ses missions fondamentales. Donc, ce que propose Éric Zemmour, c'est qu'il y ait une différence beaucoup moins importante entre ce que perçoit réellement un salarié ou même ce que perçoit réellement un indépendant et ce qui est versé au total par son employeur notamment. Et comment vous faites alors salarié, concrètement, comment vous faites pour le rémunérer? Concrètement, il faut baisser la fiscalité et les charges. Ce qu'il a proposé, par exemple, c'est qu'on puisse avoir jusqu'à 3 mois de salaire supplémentaire sans aucune charge, ni cotisation patronale, ni cotisation salariale. Voilà, c'est une mesure très concrète qui permet de redonner un pouvoir d'achat plus important à nos compatriotes parce que c'est une des attentes légitimes des Français aujourd'hui. Les Français ont le sentiment d'être totalement spoliés des fruits de leur travail. Vous avez remarqué quand même que le programme du président candidat contient de nombreux marqueurs de droite, à la fois la retraite à 65 ans, 64 ans je crois c'est chez Éric Zemmour, le conditionnement du RSA et un petit peu des mesures aussi de gauche. Vous avez remarqué ça Oui, c'est le en même temps macronien, mais en réalité on voit bien que le président de la République pioche un peu dans les programmes de ses concurrents pour trouver des idées nouvelles que sans doute il ne mettra pas en œuvre d'ailleurs s'il était réélu. Qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron? Il nous vendait l'idée qu'il était un bon gestionnaire pour la France. En réalité, il a été un gestionnaire calamiteux. Le déficit de notre balance commerciale a jamais été aussi élevé, 80 milliards d'euros par an. La dette publique de la France a explosé et elle avait explosé avant la crise sanitaire. Comme dans beaucoup de pays, vous savez qu'avec la crise sanitaire, tous les pays ont pris 20 points de PIB de dette. Sauf que avant la crise sanitaire, on a dépassé la barre des 100% du PIB, c'est-à-dire 250 milliards d'euros de dette publique. Les déficits publics ont continué de se creuser. Même le nombre de chômeurs, toutes catégories confondues, a baissé, a augmenté avant la crise sanitaire par rapport au début du quinquennat. Donc, le bilan économique d'Emmanuel Macron... Mais sur le taux de chômage, Nicolas Bay, sur le taux de chômage, il est à 7,4%, le président sortant, en fin de mandat. Il avait visé 7%. En catégorie A, c'est vrai qu'il a diminué le chômage. Mais quand vous prenez l'ensemble des catégories, vous avez beaucoup de chômeurs qui sont passés dans les catégories en formation, qui ont un emploi à temps partiel, etc. Mais il y a plus de personnes qui recherchent un emploi à temps plein qu'au début du quinquennat. Donc en réalité, toutes catégories confondues, le chômage n'a pas diminué. C'est simplement les chiffres de la catégorie A qui ont baissé. Quelle est pour vous la mesure économique la plus puissante dans le programme d'Éric Zemmour pour soutenir le pouvoir d'achat des Français? Je pense que c'est cette suppression pure et simple des charges sur jusqu'à 3 mois de salaire supplémentaire. Je pense que ça permettrait en pratique de rehausser les salaires d'une manière très Après, rien n'oblige les entreprises à les verser. Oui, mais on sait très bien que les entreprises le feraient volontiers si elles en avaient la possibilité. Or, aujourd'hui, ce qui bloque les salaires, c'est évidemment le fait que pour
verser 1 000 euros à un salarié, vous êtes obligé, quand vous êtes chef d'entreprise, de débourser 2 000 euros. Et donc, c'est souvent insoutenable pour les entreprises, et on le comprend très bien, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont très fragilisées dans notre pays. Et puis, d'une manière générale, ce qu'il faut, c'est à la fois baisser la fiscalité et les charges pour que nos entreprises soient compétitives et que le travail soit plus rémunérateur, mais pour ça, il faut aussi être capable de nous protéger, de la concurrence déloyale. Et ce que propose Éric Zemmour, c'est notamment un moratoire sur les accords de libre-échange qui ont tué hier notre industrie et qui menace de tuer demain notre agriculture. Sur cette mesure, juste Nicolas Bay, cette mesure de pouvoir d'achat, donc de désocialisation, défiscalisation jusqu'à 3 mois de salaire, il n'y a pas un risque que ça vienne à la place d'augmentations de salaire qui, elles, sont chargées et fiscalisées et qui est un petit tour de passe-passe? Tout le monde comprend bien que dans la situation de fragilisation de l'économie française actuelle, les entreprises sont assez peu enclines à augmenter, de manière durable les salaires, de manière significative. C'est-à-dire en procédant à une augmentation de salaire définitive, en quelque sorte, dans un contexte où beaucoup d'entre elles sont fragilisées. En revanche, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont prêts à augmenter, à donner une prime importante à leurs salariés sous la forme de 1 mois, 2 mois, voire 3 mois de salaire, mais à condition que ce ne soit pas un coût exorbitant pour l'entreprise. Donc, bien sûr qu'il s'agit d'une mesure conjoncturelle, mais qui pourrait avoir une vraie efficacité pour les prochaines années, le temps que notre activité économique soit totalement restaurée et revienne au niveau de l'avant-crise. Aujourd'hui, on a une croissance importante, mais cette croissance, elle masque en réalité une autre réalité, c'est-à-dire un effondrement de notre économie pendant les 2 années précédentes. Ouais. Vous avez remarqué que d'ailleurs cette prime Macron a été triplée par le président candidat. Il s'est aligné exactement sur la position d'Éric Zemmour. Éric Zemmour a fait cette proposition il y a 3 mois et Emmanuel Macron l'a reprise à son compte il y a 15 jours, exactement comme pour le nucléaire. Éric Zemmour défend le nucléaire comme le moyen de l'indépendance française, une énergie pas chère et décarbonée. Emmanuel Macron a fait la guerre au nucléaire pendant tout son quinquennat, avec notamment la fermeture de Fessenheim, qui aboutit à nous placer en situation de dépendance à l'égard de centrales à charbon allemandes, notamment, ce qui est extrêmement pollueur. Et aujourd'hui, à quelques semaines du scrutin, il nous explique qu'il veut construire des nouveaux réacteurs nucléaires, 14, exactement la proposition, le chiffre exact, le même que ce qu'avait proposé Éric Zemmour il y a déjà plusieurs mois. Je vous ai posé la question sur les ménages, maintenant sur les entreprises, mesure économique la plus puissante d'Éric Zemmour pour dynamiser nos entreprises, mettre un terme à cette désindustrialisation. Je pense que la mesure générale à mettre en œuvre, c'est de baisser les impôts de production encore davantage et de protéger notre économie. Donc il ne s'agissait pas forcément une mesure précise, c'est en réalité faire en sorte qu'on n'ait pas la Commission européenne qui accable nos entreprises de contraintes, notamment au nom des normes environnementales, alors que en France et en Europe, on est les plus vertueux au monde en matière de normes environnementales. Donc on ne peut pas avoir d'un côté des contraintes toujours plus lourdes sur nos entreprises qui obèrent leur compétitivité, et de l'autre, un marché totalement ouvert qui ne se protège pas, alors que tous les grands ensembles économiques dans le monde sont capables de protéger leur économie avec des droits de douane, des contingentements, à chaque fois que c'est nécessaire. On ne peut pas avoir un marché totalement ouvert d'une part, et en même temps des entreprises qui sont accablées de contraintes et de normes, ce qui les empêche d'être compétitives. Un petit mot des sondages, parce que je regardais, on voit Éric Zemmour qui patine depuis maintenant quelques semaines. Est-ce que pour vous, cette perte d'élan, manifestement, elle date du déclenchement de la guerre en Ukraine? Il paye ses déclarations passées, encore une fois, sur Poutine. L'invasion russe, elle lui a été coûteuse, Éric Zemmour? D'abord, il a été toujours une très grande clarté en condamnant sans réserve l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ensuite, les sondages, aujourd'hui, tout le monde sait bien qu'ils sont assez peu fiables, ils sont très contradictoires entre eux. Et en réalité, on a vu, notamment aux dernières élections régionales, il y a à peine plus de 6 mois, que les sondages pouvaient se tromper lourdement. Donc il faut les prendre avec beaucoup de prudence. On les prenait avec prudence quand ils mettaient Éric Zemmour beaucoup plus haut. Là, le fait qu'ils indiquent un tassement n'est pas inquiétant. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une ferveur de terrain absolument extraordinaire. Éric Zemmour est le seul à avoir des salles de meeting combles. Il est le candidat qui obtient les meilleures audiences dans les émissions de télévision et de radio. Tout ça, ce sont des indicateurs, à mon avis, plus fiables que des sondages faits sur 500 ou 800 personnes tous les jours. Comment on retrouve une dynamique à 3 semaines du premier tour? Parce que c'est vrai que le ralliement de Marion Maréchal Le Pen, pour le coup, n'a pas eu, en tout cas, d'effet dans les enquêtes d'opinion.
Je pense que l'effet se produit sur plusieurs jours et même plusieurs semaines. Il n'est pas forcément à l'instant T. Mais je pense que la force d'Éric Zemmour dans cette campagne présidentielle, c'est de placer le débat à son juste niveau. C'est-à-dire de dire qu'il ne s'agit pas d'élire des gestionnaires, et souvent des mauvais gestionnaires. Il s'agit d'élire un visionnaire, quelqu'un qui porte une vision supérieure pour la France. Et en plaçant le débat sur la question centrale du grand remplacement, la défense et la préservation de notre identité française, qui est l'enjeu majeur et le défi majeur que nous devons relever dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, je pense qu'Éric Zemmour a placé le débat au bon endroit dans cette campagne. Peut-être que les Français ont peur de ce qui se passe à nos portes avec cette guerre en Ukraine qui les préoccupe plus. Oui, bien sûr, mais c'est normal, c'est parfaitement légitime. Mais d'ailleurs, si on a une situation de guerre aux portes de l'Europe aujourd'hui, c'est aussi parce que la France a été incapable de faire entendre une voix singulière depuis des années, incapable de ne pas apparaître comme totalement alignée à la fois sur la Commission européenne et sur Washington via l'OTAN. Si la France avait observé une position gaullienne, non alignée, capable de tenir une position d'équilibre entre les États-Unis et la Russie, sans doute nous n'en serions pas là. C'est parce que la France s'est enfermée totalement dans une logique de conflit de plus en plus ouvert avec la Russie, avec des sanctions économiques depuis 8 ans qui n'ont servi à rien, à part nous affaiblir, et notamment affaiblir nos exportations agricoles. On voit bien que cette politique menée depuis 8 ans contre la Russie, eh bien, elle a abouti à la guerre à nos portes. Et la France aujourd'hui ne pèse plus sur la scène en géopolitique, sur la scène internationale. Donc, même si Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a admis que le seul président qui n'était pas couché face aux Américains, c'était le président Macron. Oui, mais je pense que c'est d'ailleurs un phénomène tout à fait récent, extrêmement tardif. Et on voit d'ailleurs que d'autres chefs d'État et de gouvernement essayent d'intervenir de manière un peu indépendante dans cette crise ukrainienne. Je pense notamment au Premier ministre israélien, qui, pour l'instant, Emmanuel Macron se met en scène, fait des photos en noir et blanc, où il est mal rasé en sweatshirt en jouant au chef de guerre. On n'a jamais vu ça, d'ailleurs, dans notre histoire politique récente. Quand il y avait la guerre dans les Balkans, c'était à quelques centaines de kilomètres de chez nous, François Mitterrand ne se mettait pas en scène de manière aussi grossière et grotesque. Donc, on voit que Emmanuel Macron se met en scène. Pour l'instant, il n'a absolument rien obtenu. Et encore une fois, la politique qu'il a menée depuis 5 ans, de sanctions contre la Russie a abouti aussi à cette situation. Et donc aujourd'hui, il faut enclencher une désescalade, qu'il essaye d'y participer tant mieux, même si c'est extrêmement tardif. Ouais. Il est malgré tout toujours bien placé dans les sondages, à 3 semaines du premier tour, 30%. Est-ce que tout ça est bien engagé? Je n'aime pas l'expression pliée, évidemment, parce qu'on va laisser les Français voter, mais est-ce que l'élection n'est pas bien engagée pour lui à 3 semaines du premier tour? Encore une fois, moi je pense qu'il faut prendre les sondages avec beaucoup de prudence. Souvenez-vous des sondages qui plaçaient François Hollande à des cotes de popularité insolentes juste au moment des attentats islamistes. Et puis on a vu que quelques mois après, il pouvait même pas se présenter. On est à 3 semaines du premier tour quand même là. C'est vrai. Mais on verra le vote des Français. Bon. Aujourd'hui, il y a sans doute un réflexe un peu légitimiste de certains qui se disent que le chef d'État est le seul qui est en capacité d'agir sur le sujet de l'Ukraine et de la Russie. Mais en réalité, je ne pense pas que ça préjuge du vote des Français dans les urnes le 10 et le 24 avril. Un petit mot de Marine Le Pen qui conserve de l'avance, encore une fois dans les sondages, pour une qualification au second tour. Elle est une solide deuxième. Comment vous expliquez cette bonne résilience de Marine Le Pen? Et puis question subalterne, est-ce que vous ne regrettez pas de l'avoir quittée quand vous la voyez finalement solidement ancrée en deuxième position? Je défends des idées, je défends des convictions, et la fidélité, on doit l'avoir d'abord à ses convictions, ensuite à ses électeurs et enfin à son parti. Le parti, c'est un outil et rien de plus. Et sur la bonne résilience de Marine Le Pen, si vous voulez, aux élections régionales, il y a 8 mois, les listes du Rassemblement national, je suis bien placé pour le dire puisque j'en faisais partie à l'époque, eh bien, étaient données à 30% des voix et elles ont fini à moins de 20%. Donc en réalité, on sait très bien que ces sondages ne sont qu'assez modérément fiables, parce que les résultats vont dépendre de la participation, voilà, et de la motivation. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'électorat qui est mobilisé, c'est pas celui de Marine Le Pen, qui suscite une forme d'indifférence, c'est pas celui de Valérie Pécresse, dont tout le monde voit bien qu'elle a vocation à être la supplétive de Macron. L'électorat qui est vraiment mobilisé, c'est celui d'Éric Zemmour. Elle fait une bonne campagne ou pas, Marine Le Pen, honnêtement? Je pense qu'elle est assez inaudible dans cette campagne. Je ne vais pas critiquer tout ce qu'elle dit, parce qu'il y a un certain nombre de choses que je partage, parce que j'ai travaillé avec elle pendant des années.
mais je pense qu'elle a affadi considérablement son discours. Sur des sujets fondamentaux, aujourd'hui, elle a une ligne peu claire, une ligne changeante, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur la binationalité, que ce soit sur Schengen, que ce soit sur la Cour européenne des droits de l'homme qui est devenue un véritable carcan, que ce soit aussi sur des questions sociétales importantes comme la PMA sans père. Sur tous ces sujets-là, elle a renoncé, elle a atténué son discours de sorte qu'on ne sait plus très bien aujourd'hui quelle est la ligne politique qu'elle défend. Voilà, merci beaucoup. Donc Nicolas Bay, eurodéputé, vice-président du parti Reconquête, d'Éric Zemmour, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.